Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi dans cet amphithéâtre Turgot pour ce débat autour de la thématique comment exporter l'excellence française. L'excellence française soit le meilleur de ce que la France peut offrir au monde, l'excellence de ses talents, mais aussi évidemment l'excellence de la science, de son industrie, du luxe, de la cosmétique, des médias, de l'édition et bien entendu de notre gastronomie, sans oublier notre riche héritage culturel et philosophique. Alors comment cette excellence française est-elle mise en valeur par nos invités dans leurs domaines respectifs ? Comment construisent-ils la confiance dans nos potentiels, dans nos excellences pour mieux les exporter ? Comment évalue-t-on également notre excellence ? À partir des idées de confiance ou bien de compétence. Et pour obtenir l'excellence, faut-il privilégier la confiance ou tout d'abord la compétence? Voilà, autant de questions que nos 5 invités d'excellence évidemment pour ce débat cet après-midi vont développer avec vous cet après-midi. Vous avez leurs noms qui sont inscrits devant vous. Je ne sais pas si je vais peut-être vous les représenter quand même. Pierre Enjolras, directeur général opérationnel de Vinci. Bonjour, merci d'être avec nous. Stéphane Layani, président directeur général de la Cemaris. Bonjour à vous également. Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi. Olivier Ribet, directeur général adjoint Europe, Moyen-Orient, Afrique de Dassault Systèmes. Et Jonathan Zrien, président du groupe Clarins. Merci donc à tous les 5 d'être avec nous cet après-midi. Je souhaitais commencer ce débat par une question commune, une courte question qui appellerait une réponse assez rapide si possible. Comment chacun d'entre vous définissait l'excellence ? Olivier Ribet, peut-être, puisque vous êtes à ma droite, pour commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'il y a toujours un risque un peu d'arrogance à la déclarer, l'excellence, mais c'est pourtant important de la rappeler et de l'affirmer. Oui, effectivement, il y a une excellence à la française, je pense qu'on va en parler beaucoup, mais il faut aussi la mettre en contexte de ce qui se passe au niveau international. Là, il y a quelques jours, il y a le World International Property Organization qui a publié, comme tous les ans, son classement des pays les plus innovants dans le monde. Et sur 133 pays, la France n'est pas si mal. On est 12e au classement. Et en fait, c'est le résultat d'une excellence sur la formation, l'éducation, les écosystèmes d'entrepreneuriat, la connectivité digitale. Donc oui, on n'est pas mal. Il y a bien évidemment, on va en parler, le luxe, le savoir-faire à la française dans les industries de la bouche et de l'habillement, mais il y a aussi énormément d'innovation dans l'industrie et dans la science. On va développer tout ça évidemment. Arnaud de Puyfontaine, c'est quoi pour vous l'excellence ? Bonjour. Écoutez, l'excellence, c'est une quête qui permet de trouver tout ce qui permet de considérer qu'on ne peut pas faire mieux que l'objectif que l'on a atteint. Et c'est un élément qui est un élément de stimulation. J'aime cette image où on définit souvent les Français comme étant une bonne association du pragmatisme à l'anglo-saxonne et de la créativité à l'italienne. Et ça donne une combinaison qui est une combinaison qui souvent fait parler de l'exception, la notion d'exception culturelle française.
qui est un vaste débat, mais qui permettent de à la fois avoir beaucoup d'ambition dans ce que l'on fait par rapport à ce que représente la France dans le paysage international, mais aussi beaucoup d'humilité dans un monde qui change et sur lequel les pressions et les concurrences sont de plus en plus importantes dans la capacité de maintenir ce statut d'excellence. On reviendra effectivement avec vous dans quelques instants sur l'exception culturelle. Pierre Enjolras, même question. Comment vous définissez l'excellence ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous sommes chez Vinci dans un autre métier d'excellence, la construction, toutes les infrastructures, puisqu'on compte quand même pas mal de leaders mondiaux entre nous et nos collègues de Bouygues et d'Eiffage. Dans nos métiers, l'excellence, c'est d'abord l'excellence des hommes et des femmes qui réalisent nos projets. Et l'excellence des hommes et des femmes chez Vinci, on la résume avec 5 C. Il y a la compétence, vous l'avez cité, c'est le socle, c'est le début. Le deuxième C, c'est le courage, parce qu'il nous faut beaucoup de courage pour être résilient et conduire nos projets à travers tout un tas d'aléas, tout un tas d'incertitudes. Le troisième, c'est pas parce que c'est le thème de la Cité de la réussite, mais c'est la confiance. La confiance, elle ne se gagne pas, elle se donne, et la confiance s'appelle la confiance. Le quatrième, c'est le courage. Et donc, j'ai déjà dit, c'est le collectif. Et le dernier, c'est la curiosité, parce que c'est la qualité qui permet notamment de progresser dans la durée. Voilà, 5C. 5C. Jonathan Zrian, pour vous, l'excellence ? Alors, les Américains utilisent un je ne sais quoi, vous savez, cette expression qui veut dire beaucoup de choses. Et en fait, le je ne sais quoi à la française, pour moi, et l'excellence à la française, en tout cas pour les cosmétiques, ça se caractérise par d'abord tout la qualité de nos produits, la capacité à innover, qui nous permet toujours d'offrir des solutions toujours plus avancées. Et puis, il y a capitaliser sur le rayonnement en fait, français, parce qu'on a tendance en France parfois à l'oublier, mais la France inspire énormément, toujours beaucoup, Paris inspire toujours beaucoup, et donc ce mélange d'élégance, ce mélange de savoir-vivre qui est propre à la France. Stéphane Leyani, je finis avec vous. La gastronomie, l'excellence française par essence. Quelle question. L'excellence, c'est nous, pardi. C'est vous qui êtes ici, c'est nous. Je peux vous dire que quand on va déjeuner dans un restaurant français, dans un bistrot, dans une cuisine familiale, où on trouve les meilleurs produits du monde, avec la qualité, la sécurité, c'est nous l'excellence. L'excellence, c'est être capable de magnifier, de donner du rêve aux gens avec quelques poireaux, quelques fruits, quelques cerises. Et franchement, on a de la chance, on est dans un beau pays parce qu'on a la plus belle gastronomie du monde, le plus grand marché du monde que je dirige, Rungis, et puis le luxe, les infrastructures, l'excellence, c'est nous. L'impossible, on le fera. Le possible, c'est déjà fait. Arnaud de Puyfontaine, Vivendi, leader mondial dans les contenus, les médias, la communication. Comment vous exportez-vous cette culture à la française, dont vous nous avez dit quelques mots en introduction ? Merci beaucoup pour votre question. Enfin, leader mondial, pas encore. Presque. Nous sommes un leader européen dans une compétition mondiale qui est celle donc des médias, de la culture et de l'entertainment. Mais pour vous donner un ordre d'idée, en termes de taille, nous sommes effectivement le premier européen. On a un confrère qui est le groupe Bertelsmann, qui a un profil un peu différent du nôtre. Mais on se bat contre des géants. On se bat, c'est un peu belliqueux, pardonnez-moi, je reviens sur mes propos. Nous sommes dans un environnement concurrentiel dans lequel nous avons des acteurs qui sont 10, 15, 20 fois plus gros que nous. Donc, pour pouvoir peu à peu écrire notre histoire, Vivendi est une entreprise qui est née en 1998, qui a eu plusieurs phases de vie. Moi, celle que j'ai l'honneur d'écrire avec tous les remarquables 75 000 collaborateurs du groupe, je l'ai débuté hier, c'était il y a 10 ans. Et c'est un monde qui a changé. Notre environnement concurrentiel a changé,
que ce soit pour Canal+, que ce soit pour Hachette, que ce soit pour Prisma, que ce soit pour le groupe Havas, que ce soit pour Gameloft. Je ne vais pas vous faire l'énumération de toutes nos activités, mais que des bons produits. Nous avons aujourd'hui un monde qui s'est complètement... qui a éclaté avec la technologie, qui a fait en sorte que dans mon quotidien, dans notre quotidien, dans les équipes et nos différents métiers, on a à intégrer toute la dimension technologique et la façon dont notre territoire de jeu, parce que la culture, les médias, le divertissement est généralement assez local, maintenant notre terrain de jeu, il est mondial. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire les meilleurs livres, les meilleures marques médias, les meilleures chaînes de télévision, les meilleurs films. Je vous recommande L'Amour ouf et Paddington qui sortira en début d'année prochaine. Oui, je sais, mais je ne peux pas m'en empêcher. Les meilleures campagnes de pub, sans intégrer effectivement l'impact qui est l'impact de la technologie sur la façon dont nous, consommateurs, nous consommons les produits. Parce qu'on est dans une bataille qui est une bataille du temps d'attention disponible. Et donc, cela fait en sorte que nous avons cette spécificité d'être un acteur français à fort ancrage européen, mais avec une dimension mondiale. C'est très bien parce que ça élargit votre marché, mais vos concurrents, qui sont 10 fois, 20 fois plus gros que vous, viennent sur le vôtre. Confère, Canal+, Netflix. Et donc, dans ce contexte-là, il faut que, et j'en reviens, pardon, c'est un propos introductif un peu long, mais pour répondre à votre question, cette notion d'excellence et la façon dont effectivement on le met en scène, si je puis m'exprimer ainsi, c'est de la capacité de pouvoir utiliser cette spécificité qui est celle d'un héritage culturel, qui est celle de, vous avez les Américains qui font un très bon Homeland, eh bien nous on a fait le bureau des légendes. Vous avez un House of Cards avec Netflix, nous on fait Baron Noir. Et dans tous nos métiers, c'est la même chose. Et donc, pour répondre à votre question, je réponds beaucoup à votre question avec différents angles, je m'en rends compte et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais je crois que d'abord, c'est être fier de ce que l'on fait et qu'on soit confiant dans la capacité de pouvoir avoir une spécificité et un regard très particulier sur ce qui est le fruit de notre culture, de notre histoire, de notre système éducatif et de la façon dont nous apprécions cet héritage et cette spécificité et la façon dont on peut le développer et le valoriser. Et donc il faut à la fois la taille critique, et ça c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on construit. Quand je suis arrivé il y a 10 ans chez Vivendi, on disait que la musique était morte, qu'il n'y avait aucun avenir et que j'étais fou. Je vivais à Londres à l'époque, je suis venu, et alors vraiment j'étais vraiment le grand loser. Bon. Il s'avère qu'on a redoré le blason du leader mondial, dont nous sommes d'ailleurs encore actionnaires, de la musique, qui s'appelle Universal Music Group. Et donc nous avons démontré la capacité effectivement de donner tort à ceux qui prédisaient le déclin et d'avoir la possibilité de créer une consommation. C'est grâce au streaming, qui a été effectivement un facteur très important, c'est grâce à la valorisation de tous les catalogues. Et encore une fois, je prends cet exemple de la musique parce qu'il est plus probant, mais je peux vous dire exactement la même chose. Il y a 10 ans, d'aucuns disaient on va faire de Canal+, Canal-. Je suis heureux de vous dire que Canal+ est une maison qui est en très bonne santé, avec beaucoup de projets. On défraie un peu la chronique en ce moment parce qu'on a un projet qui est un projet très ambitieux de réorganisation du groupe, mais justement pour donner à chacun de nos métiers, que ce soit Lagardère, que ce soit Havas, que ce soit Canal et toutes les autres activités de Vivendi, de leur donner la possibilité d'aller plus vite, plus loin dans cette compétition internationale. Donc la taille est importante. La deuxième chose, il faut éviter et se battre sur toutes les entraves. Et les entraves sont très grandes. Parce que nous sommes dans un environnement extraordinairement réglementé. Là aussi, je serais trop long, mais je serais ravi un jour, pour ceux que ça intéresse, de pouvoir aller plus loin dans la vision et la réalité de ce à quoi on est confronté. Nous sommes trop entravés. Et donc, que ce soit dans notre beau pays, où il y a des choses très extraordinaires, n'est-ce pas? Ou au niveau européen aussi. Ou d'autres choses. Mais nous sommes trop entravés. Et la dimension européenne est aussi une dimension européenne qui, on a l'impression de temps en temps d'être des herbivores dans un monde de carnivores. Voilà, donc ça, c'est un point qui est, à mon avis, essentiel. Il y a des omnivores aussi, hein, je signale. Et moi, je mange tous les jours. Hein. Fais attention, parce que c'est en train de nous manger notre temps d'antenne. Alors, et donc ensuite, c'est de jouer. On m'avait dit que j'avais 10 minutes dans mon truc. Je suis encore dans les 10 minutes. Non, mais vous aurez tous effectivement autant de temps. Ensuite, ne vous inquiétez pas. Ensuite, il faut jouer collectif. Il faut voir qui sont les carnivores et les herbivores, en fait. Il faut jouer collectif. Ouais. Ça, c'est évidemment essentiel. Ouais. Et encore une fois, créer les conditions qui nous permettent d'être des vainqueurs et dans cette compétition qui est de plus en plus importante. Et comme ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, il faut aller très souvent chez Stéphane pour pouvoir prendre beaucoup de vitamines et avoir toutes les
les forces nécessaires pour gagner toutes les batailles dans lesquelles nous sommes. Merci. On reviendra vers vous, bien sûr, après avec les questions de la salle et les questions du panel des étudiants. Stéphane Layani, je vais vous donner tout de suite la parole, comme vous avez l'air d'avoir très envie de... Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le marché de Rungis. Donc le marché de Rungis... C'est assez simple. Le marché de Rungis, vous savez, le marché de présidez. Rungis vous Voilà. nourrit. On nourrit 20 millions de personnes tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. C'est des gens qui se lèvent tôt. Le matin à 4 heures, pendant que vous dormez, nous, on échange des marchandises. Et on échange les meilleures marchandises parce qu'elles sont fraîches. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un élément fondamental de la confiance. Et la confiance, elle repose sur au moins 4 piliers. Le premier pilier, c'est d'abord ce qu'a dit Arnaud. C'est l'authenticité. L'authenticité des produits. Le fait qu'on aille chercher des produits du terroir, des produits de l'agriculture francilienne. On vend par exemple 13 000 tonnes par an de produits cultivés en Île-de-France. Ils n'ont pas beaucoup voyagé avant d'arriver. C'est des produits extraordinaires avec des IGP, des AOP. Quand vous mangez une tomate chez moi, c'est pas un truc sous plastique qui vient de Hollande. Hein? Moi, j'ai trouvé surréaliste les discussions sur le Mercosur. J'ai demandé à ma directrice de la communication, c'est combien la viande d'Argentine à Rungis? C'est 0,002%. Vous croyez qu'on achète de la viande en Argentine? C'est simplement pour faire plaisir sur des très belles tables parisiennes de temps à autre. Deuxième pilier, pour la confiance, il faut la sécurité. Et nous, on adore les contrôles. Il faut des gendarmes. Et là, dans la salle, vous avez mon gendarme, le directeur du marché, le général Batani. Il est venu me voir. Merci, mon général. Et donc, clairement, on adore les contrôles. On ne fait pas n'importe quoi. Gérer un marché, c'est avoir des règles, de la transparence, de la fluidité. Et donc, tout ça, ça existe à Rungis. Et la troisième chose, donc des contrôles de sécurité sanitaire. Les vétérinaires sont sur place. C'est un avantage considérable. Et la troisième chose qui me paraît très importante, c'est la traçabilité. C'est-à-dire que, évidemment, on est dans un monde complexe. Et donc, entre le producteur et le consommateur, il se passe des choses. Il faut être capable de savoir l'histoire d'un produit. Parce que ça n'a aucune importance de manger une pomme si on ne sait pas comment elle a été cultivée, élevée, produite, transportée, vendue, distribuée. Et c'est ça qui fait que le marché de Rungis, c'est un monde extraordinaire, un monde merveilleux, qu'on fait 12 milliards de chiffre d'affaires par an, qu'on a 13 000 salariés, que vous n'en entendez jamais parler, qu'on a travaillé pendant le Covid quand vous étiez confinés, et que, n'en déplaise à la coordination rurale, on continuera à vous fournir au quotidien. Et donc, évidemment, on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, on innove, on essaye de vendre le marché à l'international, on fait des tas de choses. C'est un modèle unique au monde, Rungis? Est-ce qu'il existe d'autres Rungis dans le monde ou est-ce que c'est un modèle unique? Je suis président de l'Union mondiale des marchés. Donc, il y a des marchés. Le marché, c'est la base du commerce. Il y a des marchés partout. Vous savez que mon homologue, madame, à Londres, c'est le patron de la City. Donc des marchés, il y en a en Angleterre, en Asie, dans l'Europe méditerranéenne. Mais nous, on exporte le modèle parce que c'est une infrastructure gigantesque, efficace. Et donc on est au Vietnam, en Ouzbékistan, au Nigeria. On vient de terminer un marché au Bénin. Et donc, on va peut-être faire un marché au Maroc. Et donc, tout ça fait que l'excellence française, elle est représentée. Et je peux vous dire que quand on reçoit le docteur Shaw, avec qui je vais faire un gigantesque marché pour 80 millions de personnes à Changshu,
ils savent ce que c'est l'excellence française. Ils savent qu'on est capable de vendre des produits merveilleux, que ce soit de la viande, du poisson, des fromages. Ils adorent nos fromages. Hein, c'est un truc incroyable. J'exporte 1,5 milliard par an de produits, 1,5 milliard. Et le premier produit vendu, je vais faire plaisir à ma femme qui est dans cette salle, c'est le Saint-Nectaire. Donc, l'Auvergne, elle est adorée dans le monde entier. Et donc, je vais vous dire, ça m'étonne qu'on pose des questions aussi évidentes que celle-là. C'est quoi l'excellence française? L'excellence française, c'est qu'on a le pays le plus beau du monde. Il n'y a que les Français qui ne le savent pas, avec des produits merveilleux. Et on est capable de les vendre. Et on est aussi capable de les vendre. Et donc, moi, je vous dis, nous, on est très avancés. Évidemment, on promeut l'agriculture biologique, hein, puisque je parle aux jeunes. J'ai construit le premier pavillon bio d'Europe. On fait actuellement à peu près 100 à 150 000 tonnes de produits bio par an. On va demain construire, puisque c'est une demande, il faut expliquer aux gens le pavillon de la souveraineté nationale, parce que j'en ai marre qu'on me dise « Ah oui, les importations, on est obligé d'importer en hiver, sinon on mange que des racines. » Mais on a des produits exceptionnels, donc on les met en avant, on va les mettre en avant dans le pavillon de la souveraineté alimentaire française. Et enfin, je vais lancer quelque chose que vous allez retrouver sur vos marchés, c'est un label extraordinaire qui s'appelle le label marché durable. Parce que c'est très important de savoir que quand on a un marché comme Rungis, on recycle tout, on ne gaspille rien, on donne entre 1200 et 1500 tonnes de produits aux associations alimentaires comme les Restos du Cœur. Et on est fiers de faire tout ça, et on le fait naturellement. Alors évidemment, on a des enjeux, mais on va les gagner. Je suis en train de gagner 3 à 4% de part de marché chaque année sur la grande distribution. Ça veut dire qu'on mange de mieux en mieux en France. Et l'éducation à l'alimentation, c'est quelque chose d'important ici à la Sorbonne. Merci. Pierre Enjolras, on va plutôt parler construction, énergie avec Vinci. Vous aussi, vous êtes un modèle qui s'exporte bien dans le monde. Vous intervenez, vous construisez dans le monde entier. Quel savoir-faire, justement, vous exportez à l'international? Alors en fait, on travaille pratiquement à 60% à l'international, hors de France. Mais la question qu'on se pose, c'est pas vraiment comment est-ce qu'on exporte l'excellence française. Et je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Stéphane, c'est-à-dire sur le local, le territorial, la proximité. Et la question qu'on se pose, la première question la plus importante quand on réalise un projet hors de France, c'est comment tirer le meilleur parti des savoir-faire locaux, des cultures locales, des territoires dans lesquels nous sommes présents, pour réaliser des infrastructures qui créent de la valeur précisément dans ces territoires pour leur population, pour leur écosystème. Et donc, on raisonne finalement un peu à l'envers. Et ça, c'est très Vinci, parce que chez Vinci, nous sommes très décentralisés. Et notre culture de décentralisation, que ce soit en France ou à l'international, ça consiste essentiellement à faire confiance au local. Et très concrètement, un peu partout dans le monde, sur tous les continents où nous sommes présents, nos patrons et nos patronnes, Vinci, c'est à peu près 5000 entreprises, ce sont tous des locaux. Il se trouve qu'en Angleterre, on reconstruit le nouveau Covent Garden, donc le Rungis de Londres. Quand on fait ça, ce sont des équipes anglaises, dirigées par un Anglais qui réalise le projet. Quand on exploite un réseau routier, quand on exploite le pont d'Orion-Antirion, ce superbe viaduc au débouché du golfe de Corinthe en Grèce, ce sont des équipes grecques, avec un patron grec qui exploite le pont. Quand on construit une ligne haute tension au Brésil en PPP, en partenariat public-privé, pareil, ce sont des équipes brésiliennes avec un patron brésilien. Quand on construit un réseau d'eau potable au Bénin, ce sont des équipes béninoises, avec en l'occurrence, c'est une femme, une patronne béninoise, qui dirige ces équipes.
Et cette capacité à aller chercher en permanence la valeur du local pour trouver les meilleures solutions locales dans un contexte local, c'est vraiment notre marque de fabrique quand on travaille à l'export. On peut y voir une forme d'excellence française, ce d'autant plus que nos gros concurrents internationaux ne fonctionnent pas comme ça. Comme on est entre nous, je vous demande de ne pas leur répéter. En tout cas, c'est une marque d'excellence Vinci. Alors, pour revenir à la question, il y a quand même des facteurs clés de l'excellence française dans nos métiers des infrastructures. Le premier facteur clé, c'est que nous disposons en France de savoir-faire technique unique au monde. Il y a la pré-contrainte. C'est l'excellence de nos Alors, ce sont des écoles. sujets un peu techniques, mais la pré-contrainte qui a été inventée par un monsieur qui s'appelle Eugène Fraissinet, qui était un très bon ingénieur, un inventeur, également un entrepreneur qui a créé une société qui existe toujours, qui fait partie du groupe, qui fait à peu près 1 milliard d'activités et qui travaille sur les structures d'ouvrages d'art un peu partout dans le monde. C'est pareil dans la consolidation des sols, c'est pareil dans la terre armée. Et il y a un domaine dans lequel on est clairement l'industrie française, les leaders mondiaux, c'est les travaux souterrains. Si je vous cite comme ça un certain nombre de métros que Vinci a construit ou construit dans le monde, c'est Le Caire, Dubaï, Singapour, Auckland en ce moment, Athènes, Copenhague, Toronto, Ottawa, Caracas, et sans oublier le chantier immense qui se passe sous nos pieds, qui est un des plus beaux d'Europe, si ce n'est du monde, qui est le chantier du Grand Paris Express, dont on va finir par commencer à voir les résultats. Ces savoir-faire, c'est également sa capacité à conduire des projets tout simplement hors normes. Quelques projets hors normes. Ici à Paris, la Fondation Louis Vuitton. On y va tous pour voir les expositions, mais je vous laisse apprécier la structure. C'est assez phénoménal. On se demande même comment ça tient. Ça, c'est redoutable pour un constructeur. On est en train de construire un tunnel qui est tout simplement le plus long tunnel immergé du monde. Ça se passe dans la mer Baltique, entre le Danemark et le nord de l'Allemagne. Ça fait à peu près 20 km. Et il faut imaginer qu'on construit des segments en béton, des segments en béton qui font 200 mètres de long. 200 mètres, c'est 2 terrains de football. Et on vient poser ça au fond de la mer, on vient les emboîter les uns dans les autres. Et puis, dans les projets absolument phénoménaux, ça a été l'arche de Tchernobyl. Vous vous souvenez, en 1986, la centrale de Tchernobyl a explosé. Et pour gérer la réparation, on a fait appel à des gens comme nous pour aller construire une énorme arche pour venir protéger le réacteur. Pour donner une idée de l'arche, on peut y coller dessous l'Arc de Triomphe dans sa hauteur et la Tour Eiffel dans sa longueur. Voilà le type de projet hors norme qui crée beaucoup de passion, beaucoup de fierté. Donc, premier facteur, des savoir-faire techniques uniques. Le deuxième facteur, c'est un modèle contractuel, le modèle de la concession. Le modèle de la concession, ça consiste pour un État ou une collectivité publique de confier à une société privée le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'une infrastructure. Quand on remonte un petit peu dans le temps, au XVIIe siècle, Louis-Pierre-Paul Riquet a construit comme ça le canal du Midi, un ouvrage magnifique, et on trouve sa statue d'ailleurs à Toulouse et à Béziers. Et tout le XIXe siècle et tout le début du XXe siècle, quand les infrastructures de ce pays et des grandes villes de pays se sont construites, l'essentiel s'est fait en concession. Le réseau de chemin de fer, le réseau du métropolitain, tout ce qui est production et distribution et transmission d'électricité ou de gaz. Les réseaux que sont aujourd'hui que gèrent les entreprises publiques RATP, SNCF, EDF ont été construits au XIXe siècle et au début du XXe siècle sous le régime de la concession par des entreprises privées. Et Vinci s'est construit, Vinci est né à la fin du XIXe siècle, exactement à cette période, à partir de ces grands contrats, que sont aujourd'hui des infrastructures ferroviaires comme la ligne TGV Sud-Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux, des concessions autoroutières. On va en inaugurer une d'ici la fin de l'année en République tchèque, l'autoroute D4, et puis des infrastructures dans le domaine de l'énergie,
avec notamment de très grands projets de lignes haute tension en ce moment dans des pays aussi variés que le Brésil ou l'Australie. Donc vous vous exportez bien. On s'exporte bien. Et l'autre facteur que je vois, et il est particulièrement à propos ici avec les étudiants qui sont avec nous, c'est que nous avons en France des formations d'ingénieurs tout à fait exceptionnelles, qui sont de renommée mondiale, qui sont d'une vraie qualité qu'on trouve peu ailleurs. Il faut en avoir conscience, je suis bien placé. Ils sont super, mais on ne les mange pas. Hein, oui, mais ça fait des bons consommateurs. Ça fait des bons consommateurs. Et s'il y a des étudiants ingénieurs ou autres qu'ingénieurs dans la salle, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à aller postuler pour un stage ou pour un premier job sur notre plateforme jobs.vinci.com et vous participerez à cette belle histoire d'excellence qui a déjà plus d'un siècle et qui, comme vous l'avez dit, s'exporte bien. Oui, ils seront déjà amenés à vous poser quelques questions. Ils seront déjà amenés dans quelques minutes à vous poser quelques questions. Olivier Ribé, Dassault Systèmes, peut-être déjà en deux mots, parce qu'on connaît très bien Dassault Aviation, mais peut-être que tout le monde dans la salle ne connaît pas forcément très bien Dassault Systèmes. Oui, en deux mots, très très vite. Il y a environ 40 ans, enfin 45 ans pour être précis, 3-4 ingénieurs de Dassault Aviation, à l'époque, qui travaillaient sur le Mirage 2000, vont voir leur boss et leur disent hey boss, au lieu de faire des prototypes en glaise, en bois, en métal, des prochains avions, pourquoi ne pas essayer de faire ça sur un ordinateur? Et à ce moment-là, leur boss leur dit vous êtes fous, quoi. On fait des choses qui sont très précises, très minutieuses, très dangereuses, donc non, on ne va pas mettre ça sur des ordinateurs dont on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Ils sont revenus à la charge 2-3 fois, et au bout d'un moment, leur boss leur a dit écoutez, si vous êtes si malin, montez une boîte, mettez un peu d'argent, et puis débrouillez-vous, montrez-nous ce que vous savez faire. Donc 40 ans après, c'est toujours la même idée. Tout peut être à peu près modélisé ou simulé, puisque depuis des centaines d'années, l'humanité a modélisé des lois de la physique, de la thermodynamique, de la mécanique, de la fluidique. Et donc on est fondamentalement une entreprise scientifique, donc on est une entreprise de logiciels scientifiques qui permet de dessiner, de modéliser et de simuler des avions, des trains, des voitures. Donc il y a une grande probabilité que le train que vous avez pris ce matin ou la voiture que vous avez conduite a été modélisée et simulée avec des technologies Dassault Systèmes. Mais il y a aussi une très très grande probabilité que le vaccin Covid que vous avez dans le bras, droite ou gauche, ou peut-être même le vaccin contre la grippe que vous avez, a été modélisé et simulé aussi avec des technologies Dassault Systèmes, puisque maintenant c'est à peu près un tiers de notre business, la santé. On a été les premiers à faire la modélisation d'un cœur humain qui a été certifié par les autorités américaines comme étant un clone parfait, un jumeau numérique parfait qui permet à des scientifiques, à des chirurgiens de s'entraîner, de tester. Je vous invite d'ailleurs à faire l'expérience. Dans le hall, là-bas, il y a une représentation de ça. Vous pourrez le tester par vous-même. Donc c'est un groupe aujourd'hui de 6 milliards, 23 000 personnes, avec à peu près 40% du business en Europe et le reste réparti de manière équitable entre l'Asie et les États-Unis. Et beaucoup de choses ici dont on vient de parler sont très souvent faites avec ces logiciels scientifiques. J'en profite d'ailleurs pour passer un petit message personnel. Stéphane, je suis un fou de cuisine et j'aimerais vraiment visiter Rungis un jour. Olivier, tu viens quand tu veux. Je te préviens, c'est à 3h du matin. Avec plaisir. Alors, quel est vous votre... Ne me dis pas que tu as une réunion à 8h. Non, je viendrai le week-end. Pour revenir à Dassault Systèmes, quelle est vous votre stratégie pour bâtir la confiance donc, dans les innovations, dans la technologie, dans toute cette société numérique dont vous êtes l'expert et ainsi exporter toutes ces technologies? Déjà, il y a quelque chose, il faut se souvenir qu'en France, on a un peu plus quand on regarde l'histoire des prix Nobel ou l'histoire des médailles Phillips, qui sont vraiment le prix Nobel des mathématiques, on a à peu près 90, pour être précis, 76 et 13 scientifiques français qui, à un moment donné, ont créé quelque chose qui a été une rupture.
Donc nous, on regarde ça avec, bien évidemment, toujours beaucoup d'attention, mais on regarde aussi ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, en Corée, etc., etc. Et on prend le meilleur de ces innovations algorithmiques, de ces innovations sur la chimie fine, sur les métaux, les structures cristallines, etc., mais aussi sur des process industriels, pour dire comment venir amener ces processus et ces matériaux de plus en plus dans des logiciels qui permettent d'imaginer à quoi pourrait ressembler le monde de demain. Donc le monde de demain, on voit bien qu'il va être fait de transformations dans l'habitat que l'on a tous les jours, du transport, de la santé, etc., etc. Et donc l'innovation va être de plus en plus guidée par des impératifs de durabilité pour faire aussi bien ou un petit peu mieux que ce qui se faisait avant, mais avec moins de matière, moins d'énergie, moins de matériaux, moins de perte de temps. Et donc tout l'enjeu, c'est ça. Et donc aujourd'hui, nous, on a en France, mais aussi à l'international, puisqu'on a un peu plus de 90 labos de R&D à l'international. Volontairement, on les a répartis partout dans le monde, pour aussi des raisons de sécurité. Mais le code source, l'essentiel du cerveau de tout ça, est en France et contrôlé avec des éléments de cybersécurité, vous pouvez l'imaginer. Donc c'est une réponse à votre question, comment contrôler tout ça et s'assurer que ça reste un environnement de confiance, en le certifiant, en le traçant, en l'auditant et en s'assurant que les personnes qui travaillent sur ce code sont elles-mêmes auditées et tracées. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc il y a un côté un peu schizophrène, puisqu'à la fois vous voulez encourager une innovation très large, avec des labos, des universités, etc. Et en même temps vérifier que tout ça est fait dans des conditions de sécurité. Donc c'est pour ça qu'on a les plus hauts degrés de certification avec la défense ou avec des entités de certification européennes, puisqu'un certain nombre de nos clients font des objets militaires ou des objets de santé ou des objets de souveraineté industrielle ou énergétique qui roulent intégralement sur nos technologies. Donc la confiance, elle se fait pour nous, monde de geeks, à un niveau très très bas de sécurité et de contrôle, à la fois de l'informatique, mais aussi de qui touche l'informatique. Jonathan Zrien, on va finir avec vous. Bravo. Clarins, donc, qui est aujourd'hui présent dans 140 pays, je crois, dans le monde. Vous exportez plus de 95% de votre production. L'industrie de la cosmétique française, qui fait partie quand même des secteurs qui affichent un des meilleurs soldes positifs à l'exportation. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce succès de l'excellence de la cosmétique à la française? Comment vous l'expliquez-vous? Alors moi j'ai la chance d'avoir rejoint cette formidable entreprise il y a 31 ans en stage dans la division internationale avec une mission qui était d'accompagner Christian Courtin qui est ici présent dans l'internationalisation de la marque. Et c'est vrai qu'à l'époque nous sommes partis et nous avons ouvert beaucoup de pays et nous avons essayé de partir à la conquête comme ça du monde. Je dois avouer que déjà il faut beaucoup d'humilité et beaucoup de curiosité, parce qu'il faut comprendre que tous les pays sont différents, donc on n'attaque jamais un continent entier, on attaque pays par pays, et il faut créer une relation de confiance locale avec les consommateurs, avec les consommatrices, avec les équipes qu'on va rencontrer dans chaque pays. Mais ce qui fait cette aventure une aventure exceptionnelle, c'est que lorsqu'on a la chance, comme c'est le cas de Clarins, mais comme c'est le cas de beaucoup d'industries représentées ici, d'avoir des produits d'une très grande qualité, et donc la qualité reste quand même le premier axe de confiance, puisque quand on a confiance dans ces produits, eh bien déjà on peut les présenter beaucoup plus facilement. Après, comme je le disais, il faut être capable de trouver des relais locaux dans chaque pays, être capable justement de trouver les équipes qui vont nous représenter, qui vont pouvoir expliquer, passer du savoir-faire que nous avons su développer grâce à nos équipes en France, puisqu'on produit 100% de nos produits en France, on en exporte 95%, mais être capable de passer du savoir-faire au faire-savoir, et donc former beaucoup de nos équipes pour pouvoir expliquer les points de différence justement de Clarins, de ce que l'on fait tous les jours, accompagner nos clientes et nos clients en essayant de comprendre leurs besoins. Et je pense que justement, cette relation de confiance, elle est au cœur. On voit que de plus en plus, cette relation de confiance, elle est entretenue par la possibilité de partager de plus en plus d'informations. On parle même d'un contrat de confiance, puisque comme vous savez qu'à l'ère digitale, on passe de plus en plus de temps à demander des datas à nos clients, à leur demander des informations pour pouvoir personnaliser notre offre.
eh bien, je pense qu'il y a un contrat de confiance à avoir en échange, et c'est comme ça qu'on va réussir d'ailleurs à exporter notre excellence, en partageant des informations avec les clientes et les clients. Donc chez Clarins, depuis maintenant 7 ans, on a travaillé très dur pour mettre en place une plateforme qui s'appelle Trust, donc ça tombe bien, parce que le thème c'est confiance, qui s'appelle Trust, qui est une plateforme que nous avons montée sur blockchain, pour pouvoir donner à chacune et à chacun de nos clients la possibilité d'aller vérifier l'origine de chacun des ingrédients que nous utilisons dans nos produits, de comprendre comment nous les avons transformés, comment avec notre science nous avons réussi à transformer des ingrédients d'origine naturelle en crème très efficace. Donc cette confiance, elle s'acquiert comme ça, justement, en mettant en place cette transparence et cette traçabilité. Et je voudrais terminer sur comment continuer à justement exporter l'excellence française. Je pense que la France a toujours eu un rapport un peu particulier avec la matière, avec justement les ingrédients et la matière, que ce soit en gastronomie, que ce soit dans les cosmétiques. Et nous, chez Clarins, on a un attachement tout particulier à la qualité des ingrédients que nous mettons dans tous nos produits. Et je pense que ce qui est souvent attaché à l'excellence française, c'est cette capacité d'aller chercher des ingrédients de très grande qualité. Donc chez Clarins, nous, on est allé un peu plus loin, puisqu'on ne fait pas seulement que de développer des produits. On est maintenant devenu agriculteur, puisque maintenant, nous avons nous-mêmes des domaines, en fait, des domaines Clarins, pour que nous puissions justement, via de très bonnes pratiques agricoles, développer nos propres ingrédients et garantir justement la qualité de ces ingrédients, pouvoir les intégrer dans nos produits. Et jusqu'à 1/3 des ingrédients que nous utilisons dans nos produits viennent de France. Donc on pousse même l'intégration verticale pour mettre en avant cette excellence à la française. Merci. Je vous propose tout de suite de donner la parole aux étudiants qui sont ici au premier rang de cet amphithéâtre et qui ont des questions pour chacun d'entre vous. Qui veut prendre la parole en premier? Qui veut poser la première question? Ne vous battez pas. Hein. Allez, jeune fille. Il n'y a pas de micro? Il n'y a pas de micro pour les étudiants? Moi, je vous passe le mien. Hop. Bonjour. Bonjour à tous, je suis Johanna Neagoué, étudiante à Montpellier Business School et j'ai une question d'ordre général. Alors, selon vous, l'excellence française est-elle perçue de la même manière dans les différents marchés mondiaux? Question générale. Qui veut commencer à répondre? Qui veut répondre? Olivier Ribé? Si vous voulez, oui. Non, je pense qu'elle est vue différemment en fonction de l'histoire de la relation de la France avec les pays en question. Donc on a historiquement, je le vois encore aujourd'hui, une relation forte avec la Chine dans le secteur de l'infrastructure, de la construction, de l'énergie, parce qu'il y a eu pendant longtemps des programmes en commun avec ces pays-là. Donc oui, on est connu pour à peu près partout dans le monde pour notre capacité à faire des produits très haut de gamme, on va dire comité Colbert et au-delà, donc avec vraiment cette qualité, ce luxe, cette pérennité, cette continuité. Mais ensuite, je pense qu'elle varie en fonction des secteurs. Et donc on est assez connu à l'international, Pierre vient d'en parler, et il y en a plein d'autres exemples. Sur la construction de l'infrastructure, il y a un vrai savoir-faire, une vraie histoire, une vraie connaissance historique de la France associée à ces programmes-là, parce que c'est sur des programmes qui touchent des millions de personnes. Quand vous faites des métros, que ce soit vous, que ce soit Alstom, etc., on est connu dans ce secteur-là. L'énergie, pas mal. Sur d'autres secteurs, je pense que c'est plus éclaté en fonction des sphères économiques historiques. L'automobile ne va pas être perçue de la même manière partout dans le monde, alors qu'on a des vraies filières dans ce secteur-là. L'aérospatial, bien sûr, ça c'est très clair. On a été, c'est encore en train d'être challengé par d'autres pays, on a été pendant très longtemps, et on continue d'être aujourd'hui, reconnu pour être une zone d'innovation extrême en matière d'aérospatiale, que ce soit aviation commerciale, défense ou satellite. Ça change très vite. Moi, je dirais, si c'est parce qu'on est français, je pense que c'est assez limité. C'est-à-dire que ça se limite à des proximités culturelles, essentiellement la francophonie. Il est clair qu'en Afrique de l'Ouest,
il y a une proximité culturelle. Après, dans le reste du monde, c'est pas parce qu'on est français, c'est parce qu'on est bon. Voilà. Je vous parlais des travaux souterrains. Il se trouve que les Français sont bons en travaux souterrains. Les Américains viennent nous chercher, c'est pas parce qu'on est français. Hein. Ils savent même pas ce que c'est, pour la plupart d'entre eux, y compris parfois à la tête de l'État. Donc, faut pas imaginer que parce qu'on est français, on arrive avec un drapeau qui fait qu'on est considéré comme bon. C'est parce qu'on est bon qu'on vient nous chercher. Sauf peut-être, là j'y mets le modulo, dans les zones du monde où il y a une proximité culturelle. Je vois la même chose, on a une très grosse filiale en Espagne. Eh bien, évidemment, elle est naturellement à l'aise en Amérique latine. Voilà, parce qu'il y a une proximité culturelle, il y a une proximité linguistique. Donc c'est à la fois parce qu'ils sont bons, mais aussi il y a une proximité culturelle. Donc le côté français, oui, mais c'est d'abord parce qu'on est bon, quoi. Voilà. Mais il y a peut-être des secteurs où le label français, je pense à la cosmétique, au luxe, mais les médias, l'édition, la culture, la gastronomie, où le label français est quand même un vrai marqueur, non ? C'est un vrai marqueur, mais en tout cas dans notre secteur, je pense que nous avons vu l'évolution de la diplomatie, qui a été longtemps une diplomatie politique, qui est devenue une diplomatie économique, et aujourd'hui on a une diplomatie culturelle. Et on peut être fier en tant que Français d'avoir d'abord de remarquables diplomates et aussi une infrastructure. Les lycées français, dans nos métiers, les lycées français, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire en matière d'éducation et de capacité de porter ce qui fait effectivement l'héritage culturel et l'histoire de notre pays. Les instituts françaises que vous voyez dans de nombreux pays sont là aussi des acteurs qui sont des acteurs d'une capacité, et les alliances françaises, de capacité effectivement de développer la réalité qui est la réalité de ce que représente l'héritage, le savoir-faire et toute la force de ce que représente, encore une fois je me répète, mais j'y crois tellement, notre spécificité, notre histoire, notre culture, et on est très accompagné de ce point de vue et on peut en être très fier. Et puis, je ne peux pas terminer mon intervention sans parler de la primus inter pares des diplomaties, qui est la diplomatie gastronomique, parce que les plus grands Français s'appellent à l'échelle internationale, en dehors de Stéphane bien évidemment, Guy Savoy, Alain Ducasse, Georges Blanc, et je ne vais pas faire la liste, et pardon pour tous ceux que j'ai oubliés, mais c'est un moyen pour moi de passer la balle à Stéphane. Arnaud, tu es merveilleux. J'allais dire, comme mes collègues, l'excellence, ça n'est jamais acquis. Il y a 10 ans, quand j'ai pris mes fonctions, il y avait un concours qui s'appelait le 50 Best, les 50 meilleurs restaurants du monde, et les Français étaient en perte de vitesse. On s'est réunis avec le ministre de l'époque du Quai d'Orsay, Laurent Fabius, et on a créé la liste. La liste, c'est la liste des meilleurs restaurants du monde. Et là, depuis quelques années, on a travaillé et vous avez effectivement Alain Ducasse, Guy Savoy. Guy Savoy, depuis 6 ans, trust le titre de meilleur restaurateur du monde. Et donc, moi, je pense que c'est un très bel exemple pour les jeunes de se dire, oui, on est bon. Parce que la gastronomie française, honnêtement, n'en déplaise à Pierre, à Londres, on mange moins bien qu'à Paris. Hein. Mais, en revanche, on est capable. Et on est capable de se stimuler, de se transformer et d'être les meilleurs. Et donc, moi, je trouve que dans tous les domaines qui ont été évoqués ici, que ce soit la cosmétique, les médias et la culture, les infrastructures, l'innovation technologique et numérique, eh bien, nous, Français, on est capable de se fixer des challenges pour rester les meilleurs du monde. Et si on fait ça, on fera de la valeur ajoutée et on continuera à exporter, à attirer des entreprises étrangères dans notre pays et à créer des devises. Et c'est très important parce que c'est vous, les générations qui êtes là, qui allez faire la France de demain. Et donc, pour ce faire, il ne faut pas s'endormir sur son rôti. Il faut le travailler. Alors moi, je voudrais juste ajouter, parce que votre question est extrêmement importante, parce qu'on est tous ici, on partage tous une grande fierté du Made in France.
Et pourtant, la perception de ce Made in France peut être différente d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Je le vois moi parce qu'il y a plusieurs facettes en fait, du Made in France, il y a plusieurs facettes de l'excellence à la française. En Asie, en Chine, au Japon, la partie tradition, ancrage de l'excellence française va être plus importante qu'aux États-Unis, ou plutôt ça va être la sophistication française qui va plaire. En Europe, ça va être plutôt le luxe. Et en fait, ce que votre question en fait, pose, c'est est-ce que pour réussir à l'international, on doit être capable de s'adapter. Et je pense en effet que la force d'une marque, c'est d'être capable justement d'avoir un ancrage très fort, avec des fondamentaux très forts, mais être capable justement de s'adapter à la demande locale, à la culture locale, à l'histoire locale, surtout dans la beauté. Vous avez des perceptions de beauté différentes. Et c'est ce qu'on fait nous depuis 70 ans maintenant, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à écouter nos clientes, à essayer de les comprendre et d'être capable justement de prendre ce qui est très fort chez nous, mais d'enrichir notre marque avec tout ce qu'on peut découvrir localement. Et c'est ça l'excellence aussi pour moi à la française, cette capacité d'adaptation. Ce que dit Jonathan est très important. C'est que l'excellence, ça ne doit pas être l'arrogance. Souvent, nous, Français, on est perçus à l'international comme arrogants. Et donc moi, je pense que le message que nous devons faire passer, c'est que nous, Français, on est capable d'écouter, d'analyser, de comprendre, d'accompagner et d'aller au-delà. Et donc, dans toutes ces disciplines qui sont les nôtres, de la terre à l'assiette, en passant par la science, c'est vraiment très important de vous dire qu'on est les meilleurs parce qu'on a des savoir-faire, mais il ne faut pas le présenter comme ça à nos partenaires internationaux. Moi, quand je vais en Chine, c'est des vieilles cultures, c'est des civilisations anciennes. Il faut les laisser parler et les entendre. Jeune homme. Oui, moi la question que je me pose en vous écoutant, c'est peut-être un petit peu la question qui affleure aussi, c'est et l'État dans tout ça. Comment est-ce que vous percevez les potentielles politiques publiques d'aide au développement à l'international et à l'export et au rayonnement français? Alors, qui veut répondre sur les... Moi, j'ai commencé parce que je suis le plus proche de l'État. En France, l'État n'est jamais loin. Donc, parce que la France, elle a été construite il y a 1000 ans par l'État. Hein, le roi, il disait « l'État, c'est moi ». Donc, en France, les gens qui pensent que l'État ne sert à rien sont out. En France. Dans le monde, c'est autre chose. En revanche, est-ce qu'il faut tout attendre de l'État? Je ne le crois pas. Depuis 20 ans, il y a des start-up, des jeunes qui démarrent tout seuls avec une idée en tête, qui lèvent des fonds et qui font des choses. Et donc, il ne faut pas tout attendre de l'État. L'État, il est là pour créer l'environnement du développement des entreprises. Et à l'international, je parlerai trop longtemps des politiques de développement, mais moi j'ai pris l'habitude de me déplacer sans l'Agence française de développement. Je vous expliquerai après pourquoi. En ce qui nous concerne, l'État a apporté et a fait un certain nombre de choses qui ont permis d'avoir un secteur du point de vue des médias qui est tout à fait particulier, cette fameuse exception. Je prends un exemple. Le prix unique du livre a permis aujourd'hui d'avoir un secteur de l'édition qui est un secteur de l'édition qui résiste à cette disruption technologique et à cette concurrence sur les prix. Vous regardez le financement du cinéma. Bon, le groupe Canal+ est le premier financier du cinéma français. On finance 90% des films français. Et il est clair que le CNC, qui est le Centre national du cinéma, la proportion, quand vous allez au cinéma, et je vous encourage à le faire, sans aucune modération, une partie sert effectivement au financement, qui est le financement de la créativité. Tout ça, ce sont des aspects extraordinairement vertueux. Maintenant, je pense que tout est dans la vitesse de vol. Et que ce que j'appelle de mes voeux, c'est d'avoir un État un peu plus agile
un peu plus réactif dans la capacité de pouvoir accompagner les évolutions qui sont les évolutions extraordinairement rapides quand on voit dans les métiers. Et en tant que dirigeant d'entreprise et interagissant avec bon nombre d'administrations, de temps en temps, nous avons l'impression d'être sur un marché qui était le marché d'il y a 30 ans et qui n'intègre pas la réalité de ce à quoi nous sommes confrontés. Donc oui, l'État, formidable. Oui, la capacité, je l'ai dit tout à l'heure, d'accompagner les développements à l'international. Oui, à toutes les décisions pragmatiques vertueuses. J'appelle donc à une sorte de capacité de définir la bonne vitesse de vol et une capacité d'adaptation au mouvement. Et que de temps en temps, il y a trop d'inertie et ça crée des désavantages concurrentiels. Je partage. Ouf. Non, je pense qu'il y a... Arnaud évoquait quelque chose tout à l'heure sur la puissance du réseau d'ambassades et du réseau consulaire. Moi, je l'ai vu en l'espace de 25 à 30 ans, travaillant à l'international. On avait des ambassades qui ressemblaient souvent plus à des musées à ciel ouvert avec des pubs Ferrero Rocher d'Or qu'à des organes de représentation et de projection de la puissance économique ou la puissance scientifique de la France. Ça a énormément changé. Énormément changé. Ce sont devenus des relais de projection de la France. Ce sont devenus des réseaux d'information pour nous que nous n'avions pas avant. Et je partage ton point de vue sur l'AFD, on pourra en parler. Mais je pense que le réseau des ambassades a été extrêmement transformé et est devenu une puissance d'information et de réseau économique majeur. Après, sur l'État, c'est un peu comme le cholestérol. Il y en a du bon et du mauvais. Donc trop ou pas assez, il faut trouver le dosage. Et en fait, on voit que là aussi, on est assez régulièrement amené à travailler avec des entités gouvernementales, que ce soit en France ou ailleurs. Et tout l'enjeu, c'est de regarder comment arrêter de travailler d'un État à un État, un État à un État, et d'essayer d'encourager les États à se parler un peu plus entre eux, parce que les problèmes ne peuvent plus être réglés à la maille d'un État. Et donc, on pousse, nous, beaucoup pour des collaborations trans-européennes beaucoup plus fortes, avec une impulsion étatique la plus légère, mais surtout la plus continue et la plus crédible et soutenue dans la durée. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de la permanence et de la rémanence d'actions politiques. Pour finir, sur oui, le alors soutien peut-être moi, c'est plus alors, de l'État à l'international. pour les étudiants, justement. Vous avez, et l'État a mis ça en place depuis de très nombreuses années, à l'époque où le service militaire était obligatoire. À l'époque, ça s'appelait le VSNE. Ça s'est transformé en VIE. C'est l'agence internationale Business France qui le propose, qui est quand même assez unique à la France et qui reste, pour tous ceux qui ont envie d'une aventure internationale et donc de donner à sa carrière une dimension qu'ils ne connaîtront jamais, dès le plus jeune âge, dès la sortie de l'école, de pouvoir accompagner l'entreprise à l'international avec une aide de l'État. Et ça, c'est une chance que nous avons et il faut en profiter. Pierre, vous voulez rajouter un mot? Je vais dire la même chose. Les VIE, c'est très très puissant. Et ça, c'est unique au monde. Je ne connais pas d'autres pays qui aient un dispositif identique. Pour avoir un ordre de grandeur, quand même, chez Vinci, c'est plus de 200 par an. Donc, c'est plus de 200 étudiants qui vont un peu à droite, à gauche. Et c'est un excellent axe de formation complémentaire. L'autre point, pour illustrer, préciser un peu la force de notre réseau diplomatique et d'ambassades, c'est que le monde est de plus en plus incertain, il y a de plus en plus de crises, il y a un certain nombre de crises géopolitiques. Et quand il y a une crise géopolitique quelque part, je peux vous assurer qu'on dispose avec le réseau français d'un très très bon soutien, d'une capacité exceptionnelle pour aider les ressortissants français et autres qui sont dans un pays dans lequel il arrive quelque chose de façon plus ou moins inopinée. Et ça, c'est aussi une très très grande force de l'État à l'étranger. Maintenant, pour ce qui nous concerne en termes de business, on travaille assez peu avec l'État pour une raison assez simple, c'est-à-dire que même en France, où notre métier c'est de réaliser des infrastructures qui le plus souvent sont publiques, en fait le client public est très rarement l'État. Le client public c'est la mairie, c'est le département, c'est la région. Donc on travaille avec les niveaux du dessous et très très peu avec l'État. Il y a quelques ouvrages qui sont, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc quand on est à l'étranger, c'est pareil, donc ça ne se passe pas d'État à État. Donc on ne compte pas beaucoup sur l'État parce que c'est structurellement comme ça. En revanche, d'avoir les VIE et le sentiment de sécurité
pour être épaulés en cas de crise, et il y en a un certain nombre qui sont arrivés dans les dernières années, qui ne manqueront pas d'arriver dans les mois qui viennent, c'est très très rassurant. Merci. On va prendre une autre question. Alors, oui, bonjour. La question qui me venait à vous entendre est comment vous transmettez la notion d'excellence à vos collaborateurs en tant que manager dans de grandes entreprises? Très bonne question. Qui veut commencer à y répondre? Comment on transmet la notion d'excellence à ses collaborateurs? Jonathan. Chez Clarins, il faut savoir qu'on est extrêmement tous picousés aux valeurs de Clarins. Donc déjà, je pense que le mot-clé, c'est l'alignement, en fait. Il faut être capable d'aligner ses collaborateurs avec des valeurs très fortes et des convictions très fortes, que ce soit des convictions sur la qualité des produits, que ce soit des convictions sur les valeurs de l'entreprise. Et j'ai envie de vous dire que le mot peut-être le plus important chez nous et chez Clarins, c'est peut-être l'investissement le plus important depuis le début, c'est la formation. D'ailleurs, chez un de mes présidents, un des présidents d'une de nos filiales, il y a une petite vitre avec écrit en cas d'urgence, briser la glace. Et dedans, il y a un petit penny, parce que c'est en Angleterre. Et en fait, il nous a expliqué qu'un jour, sa formatrice lui a dit où mettriez-vous l'argent? Enfin, pardon, on lui a posé la question, où mettriez-vous l'argent si il ne vous restait plus qu'un seul dollar ou qu'un seul penny? Eh bien, il a dit en formation. Et en fait, je pense que pour aligner, pour embarquer, pour transformer finalement nos collaborateurs en ambassadeurs, c'est la formation. Donc chez Clarins, on a un système extrêmement élaboré de formation qui commence dès l'arrivée et puis qui continue tout le temps. Et puis voilà. Et puis n'oubliez pas que de toute façon, votre formation, elle va vraiment continuer et surtout commencer quand vous allez rejoindre une entreprise. Donc n'hésitez pas à vous former et vous former. Comment on inculque cette notion d'excellence? Moi, je pense que, en fait, le maître mot, c'est l'engagement. C'est-à-dire que les jeunes et les moins jeunes, ils veulent s'engager. Et donc, si les valeurs de l'entreprise correspondent à celles des salariés et qu'on est capable de les diffuser, eh bien, vous allez diffuser dans l'entreprise l'excellence. C'est le seul moyen vraiment de faire. La formation, bien sûr, c'est quelque chose de très important. Nous, on a créé la Rungis Academy, qui est une fédération d'écoles des métiers de bouche. Mais ce qui fait agir mes collaborateurs, avant toute chose, c'est l'engagement. L'engagement sur la RSE, l'engagement sur la qualité, l'engagement sur la gastronomie. Et donc, en fait, je pense que c'est le rôle des patrons de traduire les valeurs de l'entreprise, de réunir de temps en temps les COMEX et les COMEX élargis, et de diffuser ces valeurs dans l'entreprise. Mais ça n'est possible que s'il y a des gens engagés. Et je ferai une petite parenthèse. Depuis le Covid, est née une mauvaise habitude française qui est le télétravail. Eh bien, moi, je vais vous dire, on ne pourra pas avoir d'excellence française avec le télétravail. Et moi, je pose la question, puisque nous, on n'est pas en télétravail. Et quand je reçois, je recrute. Si le type me dit, alors le lundi et le vendredi, ciao. Et donc, clairement, l'engagement. C'est, vous avez envie de travailler pour une boîte, vous lui apportez ce que vous pouvez, parce que les gens, ils veulent bien faire. Ils ont envie de bien travailler, ils ont envie d'être heureux dans leur entreprise. Et c'est ça qui fait l'excellence. Et pour compléter, je pense que la force, et pour répondre à votre question, la force, c'est la force de la culture d'entreprise. Et qu'une culture d'entreprise, ça ne se crée pas par le télétravail. Et que je soutiens totalement Stéphane dans sa position assez radicale sur le sujet. Donc cette notion qui est cette notion de culture d'entreprise, une forme de communication et d'exemplarité, parce que je crois que c'est comme dans le poisson, ça commence à la tête, n'est-ce pas? Et donc, c'est très important de pouvoir embrasser, avoir la capacité d'être un diffuseur de cette culture et d'exemplarité. Et puis ensuite, je pense que c'est l'envie. Et c'est l'envie de faire le mieux possible.
Et vous avez dans les secteurs qui sont les secteurs des technologies, les notions de la French Tech. Et la French Tech, c'est une réalité. On a vu ce que ça donnait. Dans le secteur de la musique, vous avez la French Touch. Et dans un univers musical qui était un univers musical très contrôlé par les Américains, et bien vous avez cette French Touch qui est d'un point de vue musical absolument exceptionnel. Hier soir, il y avait à l'Olympia, alors foncez à l'Olympia, c'est la plus belle salle de spectacle de Paris. Et hier soir, il y avait un groupe français qui s'appelle l'Impératrice, et qui est un acteur. Vous aimez bien l'Impératrice ? Oui, je vous remercie, bravo, je vous félicite, c'est assez remarquable. Et qui est tout de même l'image de cela. Et quand vous voyez ces jeunes et la capacité effectivement de pouvoir développer leur style dans cet environnement, il y a une envie qui est fantastique. Et bien, il faut avoir la capacité de pouvoir effectivement être un diffuseur d'envie et de faire en sorte que l'on puisse, sur les valeurs qui sont les valeurs de l'excellence, avoir la capacité de pouvoir faire en sorte qu'on distille de plus en plus. Je pense que ce qu'on a constaté dans pas mal d'entreprises, c'est que quelque chose qui est assez puissant, en tout cas c'est ce qu'on a constaté chez nous, c'est de faire parler l'extérieur en interne. C'est-à-dire d'amener la voix de clients qui vous disent « là vous êtes bon, là vous êtes bof, là vous êtes excellent ». Et quand les équipes entendent « là vous êtes excellent là-dessus », je peux vous dire qu'il n'y a plus trop besoin de managers et de chartes et de revues et de process et de scorecards, etc. C'est-à-dire que la puissance du témoignage de l'extérieur qui vous dit « vous êtes excellent », c'est un game changer incroyable. Après, sur le télétravail, vous allez commencer à vous dire, celles et ceux d'entre vous qui sont beaucoup plus jeunes que nous, bon, ça c'est les gars et les nénettes avec des cheveux blancs, etc., qui disent qu'ils sont anti-télétravail. Je peux vous dire que chez nous, ça a été un vrai sujet de discussion, un vrai sujet de discussion. On a 26 000 personnes, et quand les portes se sont réouvertes et qu'on a dit, bon allez hop, tout le monde revient, il y a eu toute une discussion sur le oui, non, mais non, moi je suis parti, je bosse très bien, je fais du code de toute façon. Bon. Et on a vu en fait que celles et ceux qui n'avaient pas trop envie de revenir étaient ceux qui avaient des conditions de vie très agréables, avec des baraques à la campagne, etc., etc. Et qu'un certain nombre de collaboratrices et de collaborateurs qui étaient au début de leur carrière professionnelle disaient, moi je ne suis pas venu pour faire du transactionnel, de code à revoir et de discussion à avoir, je veux travailler devant un tableau blanc, travailler sur des algorithmes, réfléchir à des plans marketing, imaginer des produits et co-travailler ensemble physiquement. Et donc ce lien-là, pour nous qui n'avons pas vécu dans ces années télétravail avant, le télétravail c'est juste une commodité, une fonctionnalité supplémentaire qui permet de faire des trucs en plus qu'on a du temps à... Voilà. Mais il y a toute une phase initiale dans la construction d'une carrière qui est l'échange, qui est l'apprentissage, qui est l'observation, comme en cuisine. Le passage de brigade en brigade de grands restaurants fait qu'effectivement, au bout d'un moment, les 3 étoiles, elles ne sont pas concentrées dans un restaurant, mais elles sont généralisées dans 10 ou 20 ou 30 restaurants. Donc cette physicalité de la transmission du savoir, elle va devenir de plus en plus importante, en particulier au moment où il y a de plus en plus d'IA. Pour finir sur ce point, alors chez Vinci, on n'a pas trop de questions métaphysiques avec le télétravail, parce que quand on construit un bâtiment pour couler du béton, même avec les logiciels de Dassault Systèmes, on n'a toujours pas trouvé comment les faire en télétravail. Quand on tire des câbles, c'est pareil. Et quand on exploite un aéroport à Santiago ou ailleurs, on est obligé de le faire en présentiel. En présentiel, voilà. Ça me fait penser que finalement, nous, notre façon de développer l'excellence, c'est de plonger les jeunes collaborateurs très vite dans la piscine. Comme je vous l'ai dit, on est décentralisé, on fait confiance au local, on fait confiance aux collaborateurs. Donc très tôt, si vous nous rejoignez, d'ici 6 mois, vous êtes patron d'un chantier ou d'une exploitation d'un bout d'aéroport ou d'une exploitation d'un bout d'autoroute. D'accord ? Vous vous dites, comment je vais y arriver ? Moi, je suis passé par là. J'y suis arrivé, donc tout le monde est capable d'y arriver. Et vous voyez, ça marche. Donc, on met les gens en situation. Vinci, c'est au moins, on a du mal à les compter, 300 000 projets par an. Et il y a un peu moins de 300 000 collaborateurs. Donc, vous voyez bien qu'il y a au moins un projet pour vous. Et le fait d'être en situation patron, on vous fait confiance. Évidemment, vous êtes encadré, vous êtes entouré, vous êtes formé.
Mais très vite, ça cultive le sentiment d'excellence parce que votre projet, c'est votre projet et vous avez envie qu'il réussisse, vous avez envie de bien faire, comme ça a été dit, et là, vous allez vous surpasser. Et c'est ça qui fabrique de l'excellence. Et on revient au thème, c'est de la confiance, confiance a priori, y compris avec les plus jeunes. On enchaîne avec une autre question. Chez nos étudiants, en premier rang, on vous écoute, un de vous deux, et puis après on passera aux questions dans la salle. Ilan Bournan, étudiant à Paris 1 en droit des affaires. Une question très simple et peut-être que tu vas pouvoir prendre ma suite immédiatement. Parce que depuis tout à l'heure, vous nous parlez de valeurs, de projets, etc. Mais concrètement, faites-nous rêver. Vos 5 groupes, quels sont leurs grands projets d'exportation d'excellence française aujourd'hui? Et sur lesquels avez-vous bossé cette semaine, par exemple? Allez, un projet concret cette semaine. C'est pas mal, c'est assez concret comme question. Nous, c'est assez simple. Mardi, je passe la matinée avec le chef d'État du Nigeria et le chef de l'État français, c'est-à-dire Emmanuel Macron, pour faire un petit marché dans un pays qui fait 250 millions d'habitants, le Nigeria. À Lagos. C'est un tout petit truc qui fait 300 hectares. Une toute petite capitale, voilà. Ouais. Nous, sous le groupe Vivendi, beaucoup d'activités, comme je le disais, et tendance à agir de manière séquentielle, segment après segment dans nos projets de développement et la vision que l'on a quant au développement de nos activités. Et donc, cette semaine, et depuis un certain nombre de semaines, j'ai travaillé sur un projet tout à fait important avec les équipes pour pouvoir réorganiser le groupe en 4 entités différentes qui, normalement, le 16 décembre prochain, auront la capacité de pouvoir se développer et accélérer leur développement par rapport à tous les enjeux qui sont les enjeux auxquels ils sont confrontés. Canal+, pour une OPA que nous avons lancée en Afrique du Sud et porté le nombre d'abonnés avec MultiChoice à 50 millions d'abonnés. Et Havas avec une opération très importante dans le domaine de l'intelligence artificielle et un investissement autour d'un projet qui s'appelle Converge. Et puis je ne vais pas vous faire toutes les listes. Donc il y a pas mal... Non, je ne les fais pas toutes parce que ça va ensuite, je vais prendre trop de temps. Mais donc de la capacité effectivement d'accélérer l'ambition et de porter haut et clair toutes les valeurs qui sont les nôtres et la conviction que dans les métiers dans lesquels nous sommes, il y a de formidables opportunités. Et donc on se réinvente, voilà. Un autre projet cette semaine, Olivier Ribé? Oui, départ de Roissy Charles de Gaulle mardi pour Stockholm et Göteborg, où je vais rencontrer un certain nombre d'industriels, mais aussi des universités. On est en train de monter un réseau de collaboration entre universitaires un peu partout, enfin de grandes écoles et d'universités un peu partout en Europe, sur les jumeaux numériques. Donc on est en train de déployer les jumeaux numériques à l'échelle européenne. Les jumeaux numériques. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, le fondateur de Clarins, que je suis allé voir parce que je partais en Australie, en VIE justement, enfin l'équivalent du VIE, et je suis allé lui demander son conseil, puisque je partais pour la première fois à l'étranger, et il m'a dit, rappelez-vous que vous n'avez que des questions, toutes les réponses, vous les trouverez sur le terrain. Donc ce que je fais, partout où je vais, dans tous les pays du monde, c'est un petit déjeuner avec mes vendeuses et mes représentantes de Clarins pour apprendre le plus possible. Et c'est comme ça que, pour moi, j'exporte le mieux. La semaine prochaine, je serai au Chili. On est en train d'achever les travaux du raménagement complet du terminal de l'aéroport, qui est exploité par les équipes de Vinci. Donc, je rencontrerai les équipes de construction et les équipes d'exploitation. Et puis, il se trouve qu'on a une filiale dans le domaine des travaux qui va fêter son 50aire, dont 25 ans chez nous. Et ça fait au moins 1 an que le patron chilien, que je connais bien, alors je ne le vois pas tous les jours, mais me dit « Tu viendras pour les 50 ans ». Oui, j'y serai. Voilà. Dernière peut-être question des étudiants avant d'écouter quelques questions de la salle, si vous avez des questions pour nos intervenants. Donc, bonjour, je suis Hugo Bérivin, étudiant en dernière année à l'IPSA Toulouse, donc ingénierie aérospatiale et en double diplôme avec l'université de Cranfield. Cette question elle est un peu plus ciblée pour Monsieur Ribé. Vous avez parlé tout à l'heure des domaines de la défense. Comment faites-vous pour gagner la confiance sur des marchés, enfin des industriels par exemple, sur des marchés très fermés comme ceux de la défense à l'international ?
déjà, ce n'est pas forcément des sujets dont on discute très largement et publiquement, mais, mais avec patience, sans intervention publique, sans intervention gouvernementale. Ça, c'est vraiment une règle du jeu qu'on s'est fixée parce que sinon, ça complexifie tout. Mais on passe beaucoup de temps à discuter avec les acteurs sur un sujet qui est de dire, quel que soit l'objet que vous allez inventer, fabriquer, etc., comment vous allez former et recruter assez de personnes pour faire ce que vous avez envie de faire. Ça paraît un sujet un peu trivial, mais on a un petit challenge en ce moment en Europe, c'est qu'à peu près 60% des comités exécutifs et de leurs direct reports actuels vont partir à la retraite dans moins de 5 ans. Donc il y a un vrai enjeu de transmission de savoir, de transmission de propriété intellectuelle, de transmission de savoir-faire et de reformation extrêmement rapide. Donc là, il y a un vrai risque de trou d'air en Europe, dans plein de secteurs, celui-là en état. Et donc, sans rentrer dans les détails de contrats confidentiels ou de sujets confidentiels en Angleterre, quand vous prenez par exemple une des entreprises qui fait des sous-marins, on travaille beaucoup avec Naval en France, mais on travaille aussi avec d'autres entreprises en Angleterre, ils ont un carnet de commandes où, avec les équipes dont ils disposent, les moyens dont ils disposent, les usines dont ils disposent, ils finiront de fabriquer le dernier sous-marin dans 107 ans. Okay ? Donc là, il y a un petit enjeu de redéfinir, de restructurer, de réinventer. Et donc ça, c'est le sujet numéro 1 en ce moment partout dans le monde, et particulièrement en Europe. Donc on se concentre là-dessus, nous. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne. Merci. Pour finir ce débat, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vois une main se lever là-bas. On vous apporte un micro juste derrière vous. Bonjour. Non, ça ne marche pas. À forte voix. À forte voix. Ouais. À forte voix. Ici, bonsoir. Bonsoir. Oui, excellent. Je voulais déjà vous remercier pour cette super conférence et pour contribuer à la grandeur de la France. Merci beaucoup. Je suis Lucas Combe et je suis ingénieur pour l'armement. Et j'avais une question assez simple. Je voulais savoir quelles étaient les plus grandes menaces de l'excellence française. Les plus grandes menaces qui freineraient l'excellence française. Alors, quelles menaces vous identifiez peut-être chacun dans vos secteurs? La chute des maths. La chute des maths. La chute des maths. La chute du nombre de personnes qui s'intéressent aux maths, aux filières scientifiques, techniques, d'ingénierie et de mathématiques. Donc ça, les 4 lettres que vous venez d'entendre s'appellent STEM, Science, Technology, Education and Mathematics, Engineering and Mathematics. Et là, il y a vraiment une chute, en particulier sur la population de jeunes femmes. Donc là, on a un vrai enjeu dès les jeunes années. Il faut que l'éducation nationale se bouge le cul vite, très vite, sur ce sujet-là, de reconnecter l'éducation à l'entreprise et l'éducation à l'industrie. Quand on était gamin, on allait visiter des usines, on allait visiter des centrales, on allait visiter des centrales d'épuration, etc. Bon, ça paraît pas... Et pourtant, je peux vous dire que c'est là que sont déclenchées des vocations. Donc il faut qu'on reconnecte le virtuel au réel, très vite. Et donc il y a tout un enjeu, en particulier sur les mathématiques, parce que, je le disais tout à l'heure, on a 13 médaillés Phillips sur les mathématiques. On a des incroyables succès. Dans l'IA, il y a Mistral, qui est une très belle entreprise française. Mais attention, parce que le vivier d'ingénieurs et de mathématiciens, vous ne le voyez pas, parce que vous êtes déjà dans des très belles écoles et vous en faites partie, mais le vivier s'appauvrit. Donc il faut qu'on recrée le vivier très vite. Ça, c'est une des premières menaces. Dans notre secteur, on investit des milliards dans le contenu, tous les ans, des milliards. Et la question qui se pose pour nous, c'est la capacité de pouvoir protéger la propriété des contenus, la propriété intellectuelle. Ça a toujours été le cas. Vous savez, c'était les piratages à l'époque de Canal, les piratages des décodeurs.
Aujourd'hui, avec l'OTT, enfin toutes les nouvelles technologies et toute l'expertise que l'on a pu avoir d'un point de vue technologique, nous avons eu la capacité, qui est la capacité de pouvoir protéger autant que faire se peut ces dits contenus. Quand vous regardez le fait qu'un magazine, un bouquin, vous pouvez l'avoir en format PDF sur WhatsApp, etc. Enfin, ça, ce sont des éléments où c'est du vol. Mais voilà, donc il faudrait qu'il y ait des mesures un peu plus radicales qui soient prises de ce point de vue. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, alors là, c'est multiplié par X facteurs, étant donné que là, c'est une propagation du contenu et, le risque très important de faire en sorte que nous n'ayons plus la possibilité de miser sur ce contenu. Donc nous avons des NFT qui nous permettent de pouvoir protéger, mais c'est un véritable enjeu. Mais vous savez, crise et menace, c'est le même mot en chinois que pour dire opportunité. Et donc je veux donner un petit peu d'espoir. Il faut juste être conscient des menaces auxquelles nous sommes confrontés et aussi regarder comment nous pouvons effectivement nous équiper et comment on peut effectivement prendre les bonnes décisions pour faire en sorte que nous abordions le prochain chapitre, notamment de l'évolution technologique, et avec la capacité de protéger ce qui fait notre spécificité. Très rapidement sur le... Alors nous, c'est assez simple. Quand il faut nourrir 20 millions de personnes tous les jours, et qu'on a 3 jours de stock, on devient un expert de la gestion des crises et en fait, on doit réagir aux différentes menaces. Alors les menaces, elles sont vraiment extrêmement variées. Il y a d'abord les épizooties et les maladies qui atteignent les productions. Et donc ça, pour nos approvisionnements, c'est quelque chose de très difficile. On arrive, même en période de Noël, à trouver du foie gras. La deuxième menace qui est bien identifiée, qui est la menace de blocage, on a géré, vous vous rappelez l'année dernière, les agriculteurs, un peu plus avant les gilets jaunes, et ça, nous avons des techniques. Nous sommes considérés comme un organisme d'importance vitale, et donc on fait très attention. Et puis, il y a la menace terrible, qui est la menace logistique. C'est quand il y a des interruptions en matière de chaîne logistique. Et ça, c'est pire que de ne pas produire, c'est de ne pas pouvoir apporter à temps. Et nos produits n'ont pas beaucoup de jours de date. Les produits frais, nous devons donc des produits frais. Il faut être capable de tenir. Et puis, enfin, il y a l'énergie. L'énergie est un sujet qui paraît simple. Je suis un des plus gros consommateurs d'énergie de la région parisienne, peut-être le plus gros, puisque je gère un gigantesque frigidaire. Et donc ça, on est capable de doublonner avec les ingénieurs, avec les équipes d'Enedis, avec les spécialistes, un système qui est résilient. Donc en réalité, nos entreprises apprennent en permanence la résilience. Je crois que c'est un mot très important. Pour avoir de la confiance, il faut avoir de la résilience. Et nous sommes, Arnaud ne me contredira pas, ni Olivier, des entreprises résilientes. Un petit mot rapide pour finir, vous deux, sur cette question. On en prendra une dernière pour conclure. Pour répondre à monsieur, juste, c'est vrai que ici, vous avez un très bel échantillon de réussite entrepreneuriale qui, avec un vrai esprit d'entreprise. La France reste quand même un petit pays à l'échelle du monde et pourtant, vous avez des entreprises ici qui rayonnent mondialement parce qu'elles ont gardé cet esprit entrepreneurial. Donc tout ce qui peut venir être un frein à cet esprit entrepreneurial, l'administration, les réglementations, la bureaucratie, tout ça, malheureusement, pour nous, en tout cas notre secteur, peuvent être des freins assez importants pour continuer à réussir à exceller dans nos domaines respectifs. Nous, le facteur limitant, c'est clairement les talents. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec Olivier, c'est les formations scientifiques de base. Si ça s'érode, c'est dramatique. Et ayez conscience que vous êtes au cœur d'un système de formation supérieure qui est de très grande qualité. Il faut maintenir cette grande qualité. Après, de façon un peu plus générique, c'est finalement le risque d'autosatisfaction dont on a parlé. Et pour rebondir sur le thème de la journée, finalement, c'est l'excès de confiance qui est le principal risque. Voilà, merci. On va prendre une dernière question pour conclure. Je crois que monsieur, vous vouliez intervenir. Non, pas du tout. Alors, vous avez le micro, mais voilà, je nomme
Vous avez le micro, mais pas la question. Mais il y a une personne là qui a une question, en revanche, pour conclure. Hop, bah, passez le micro, monsieur, puisque vous avez... On va le passer, voilà, très simplement comme ça. Je pense que... Voilà. Merci. Bonjour, Florent Syrah, je suis élève aux arts et métiers. J'aimerais savoir, actuellement, on est dans une grande phase de transition énergétique et écologique. Et j'aimerais savoir, au niveau de l'industrie, comment vous allez pouvoir continuer à exporter cette excellence française avec ses normes toujours plus importantes au niveau mondial, quoi. Alors, au niveau de l'énergie, comment continuer à travailler? Il y a déjà, en France, il y a déjà beaucoup d'acteurs qui sont dans ce domaine-là. Il y a tous ceux que vous connaissez déjà, mais il y a aussi toute une filière qui est en train de se créer autour de l'hydrogène, qui est en train de prendre une ampleur assez intéressante, avec l'Allemagne en particulier. C'est un des sujets sur lesquels les Français et les Allemands se mettent à travailler enfin de manière à peu près efficace. Et puis sur les small medium réacteurs, c'est des petits réacteurs nucléaires qui sont grands comme un gros conteneur, des SMR, où là la France a non seulement des technologies plutôt pas mal, mais aussi des acteurs. Beaucoup de start-up sont en train de se développer dans ce domaine-là. Donc il y a énormément d'innovation dans l'énergie en ce moment, et de votre vivant, peut-être même du mien. Je pense que les sujets d'énergie seront réglés, peut-être pas une fois pour toutes, mais seront très largement réglés par rapport à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. L'énergie chez Vinci, c'est d'abord notre propre impact carbone. Donc on a une trajectoire, moins 40% en une dizaine d'années, de 2018 à 2030, et on est sur la feuille de route. Mais c'est surtout une fantastique opportunité de business. En clair, il va falloir électrifier le monde. On va arriver en 2050, en 2060, on ne sait pas bien quand, toute l'énergie sera électrique. Ça veut dire énormément d'investissements, évidemment dans des productions d'énergie propre, des renouvelables, du nucléaire, et puis surtout, on ne le voit pas, mais c'est quasiment dans le même ordre de grandeur en termes d'investissement, c'est tout ce qui est réseau de transmission, de distribution et de transformation. Il faut avoir en tête, juste pour vous donner un ordre de grandeur, l'Agence internationale de l'énergie estime qu'il va falloir construire en réseau électrique un kilométrage qui fait 1000 fois le tour du monde. Voilà. Donc, on est face à des enjeux qui sont phénoménaux et qui sont de fantastiques opportunités. On n'a jamais eu un challenge comme ça dans les dernières décennies ou dans les derniers siècles. C'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est passionnant et ça va attirer plein d'excellence. En ce qui nous concerne, c'est la capacité d'imaginer l'impensable. Et j'ai juste un exemple. C'est vrai que Vivendi, dans tout ce que nous faisons en termes de démarche, CSRD, double matérialité, ce genre de choses, ça c'est la réalité de la responsabilité qui est la nôtre en tant qu'acteur de la vie dans les différents pays dans lesquels nous sommes et dans la responsabilité de l'entreprise. Mais le point, c'est de se dire, OK, comment nous nous organisons par rapport à ce de quoi demain sera fait. Et j'ai un exemple qui me vient en tête. Vous avez peut-être vu l'investissement d'Amazon dans une mini-centrale nucléaire pour avoir la capacité de pouvoir alimenter quelque chose dont on ne parle pas, mais l'explosion de la façon dont on utilise la technologie, l'intelligence artificielle, les data, le cloud, et ce genre de choses. Et c'est un des plus grands consommateurs d'énergie qui soit. Et donc imaginez si on m'avait dit qu'à l'époque de la création d'Amazon qui distribuait des livres, on arrive quelques décennies plus tard avec Amazon qui investit dans une mini-centrale nucléaire pour pouvoir alimenter AWS, qui est son activité de cloud computing et de data mining. J'aurais pas imaginé. Donc il faut juste être créatif, travailler avec nos amis industriels, Olivier et Pierre, dans la capacité de pouvoir effectivement penser ce de quoi demain sera fait et bénéficier de l'expérience du plus grand frigidaire de France pour avoir la capacité aussi d'échanger nos courbes d'expérience. Tu as raison Arnaud. Ici, c'est la cité de la réussite. Nous, à Rungis, c'est la cité de l'alimentation. La cité de l'alimentation, ça veut dire que les gens ne mangeront plus de la même manière dans 20 ans qu'ils mangent aujourd'hui. Et ils se préoccuperont, je vous le disais tout à l'heure, de la vie du produit. Et donc, on fait tout. On est déjà pas mal, mais on fait tout pour à la fois réduire notre impact carbone, qui est faible, parce que je vends beaucoup de fruits et légumes, pour avoir du transport propre,
mettre de la géothermie, mettre du photovoltaïque là où il faut. Et c'est très important parce que l'économie circulaire, c'est une des bases de l'économie verte. Et donc nous, on travaille énormément sur des produits qu'on achète et qui retournent au sol. C'est ça l'agriculture du vivant. Et puis enfin, on est dans une démarche d'éco-construction. Mais ce qui compte, vous savez, à la fin, c'est l'humain. C'est comment on traite les gens, comment les rapports humains s'établissent, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est intégrée dans son milieu social et environnemental. Et donc, moi, je pense que ce qui est très important, si on veut exporter demain, c'est encore que les jeunes et les moins jeunes aient une démarche éco-responsable dès le départ. Et ça, c'est très, très important. On ne peut pas, toutes les entreprises que nous représentons, à nous seuls, changer la planète. Il faut que ça soit une démarche collective. C'est-à-dire qu'on achète plus responsable, on cuisine plus à la maison, par exemple, dans mon cas, et qu'on mange de façon le plus vertueux possible. Et ça, c'est parfois contraire à la baisse naturelle des prix de l'alimentaire. Et on voit bien que c'est des questions qui sont extrêmement difficiles. J'ajouterais, pour être totalement honnête avec vous, c'est que ça ne peut pas se faire, le désarmement ne peut pas se faire sur un seul continent. Il faut que ceux qui ont envie de se développer, on parlait du développement tout à l'heure, ils participent à cette réduction de l'impact carbone et cette démarche écologique. Par exemple, la COP qui vient de se réaliser il y a quelques jours, c'est dommage qu'on n'ait pas de résultats. Donc, clairement, nous, toutes les entreprises qui sont représentées là, de Clarins, Sarengis, en passant par Dassault, Vivendi et Vinci, on est super engagés sur ces questions. On avancera. On sait que les consommateurs le veulent. Maintenant, on voudrait que tout ça soit fait de façon cohérente et qu'on ne soit pas étouffé par la réglementation comme la CSRD, qui est un nouvel Eldorado pour les consultants. Est-ce qu'il y a des consultants dans la salle? Merci. Allez tout de suite faire de la CSRD, vous avez gagné beaucoup d'argent. Merci à tous les 5. Merci pour cette conclusion collective. Merci beaucoup pour cette conclusion collective. Voilà, et très bonne Cité de la Réussite à tous. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon. Merci. Ah ouais? J'avais pas pris un peu pour ça. Comment vas-tu? Merci.